Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde sur l'équilibre couple, famille, travail en expatriation. Elle est organisée par Expat Pro, le réseau des experts de l'expatriation, et elle aborde un sujet auquel tous les expats sont confrontés à un moment ou à un autre, et c'est un équilibre qui est souvent fragilisé, celui de la trilogie couple, famille, travail en expatriation. Donc cette table ronde va être animée par trois experts du réseau. Pascal Chazelle, bonjour Pascal. Bonjour à tous. Pascal est coach spécialisé dans les transitions liées à l'expatriation. Elle accompagne les femmes, et notamment les conjointes expatriées, à préserver leur équilibre personnel, familial, professionnel, et à retrouver leur place dans ces parcours de vie qui sont souvent exigeants. Thierry Moal, bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Thierry a vécu l'expatriation de l'intérieur pendant 15 ans en Afrique francophone avec sa femme et ses filles. Aujourd'hui, il est coach spécialisé en intégration familiale. Il aide les couples et les familles à naviguer dans les eaux parfois troubles du départ à l'expatriation pour transformer cette aventure dans une véritable opportunité de croissance commune. Et enfin, Philippe Gallardo. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Philippe est coach certifié, spécialiste dans l'accompagnement des expatriés. La majeure partie de sa carrière s'est déroulée pendant plus de 20 ans à l'international, dans différents postes de direction de management de la qualité et de la sécurité alimentaire en Asie, en Océanie et en Afrique, avec des équipes elles-mêmes basées dans différents pays. Et il accompagne dans l'identification, le développement, la valorisation de vos compétences par le coaching. Et parallèlement, il offre la possibilité de transmettre son expérience, ses connaissances et ses enseignements par le mentoring. Avant de laisser la parole à nos experts, je voudrais vous préciser que vous pourrez poser toutes vos questions à la fin de l'intervention. Et Pascal, Philippe et Thierry, je vous laisse la parole. Merci, Cécile. Merci. Merci Cécile. Alors, écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui vais prendre la main après Cécile et je m'assure, est-ce que c'est OK? Est-ce que tout le monde voit la présentation? Non, moi je vois pas. Non, alors il n'y a que Davina là, apparemment qui voit la présentation pour l'instant. Ah, ça y est, on l'a. Moi je l'ai en tout cas. C'est bon. C'est bon? OK. Eh bien, écoutez, je commence. Donc, c'est effectivement moi qui prends la parole en premier pour vous parler de ce qui se joue avant le départ et dans les tout premiers temps de l'arrivée dans un nouveau pays d'expatriation. Alors, dans un deuxième temps, c'est Philippe qui prendra la parole et qui, lui, vous parlera de la vie dans le pays une fois que l'euphorie est retombée et puis que le quotidien s'installe. Et enfin, Pascal clôturera avec un point souvent négligé, mais qui est très important, c'est le retour. Le point du retour qui peut déstabiliser profondément certaines familles. Alors, nous avons conçu cette table ronde comme un voyage, avec des étapes, comme vous pouvez le voir sur la courbe que je vous présente, des passages agréables, on les a mis en vert, et parfois d'autres un peu plus inconfortables, ils sont en rouge. Alors, notre intention avec Pascal et Philippe n'est pas de vous donner des recettes miracles, parce qu'en règle générale, les recettes miracles, ça ne fonctionne pas. Ce que nous voulons partager, c'est nos expériences communes sur trois continents différents. Et ça, c'est important. Ça vous permettra éventuellement d'éviter un certain nombre de faux pas que nous avons, certains d'entre nous, commis. Alors, souvent, le départ en expatriation, c'est d'abord un projet pro. Donc, le projet pro, la personne qui va partir, elle va penser à son poste, elle va penser au pays, évidemment. Éventuellement, si elle a la chance d'être dans une entreprise qui le fait, elle va penser à négocier son package. Et ça, c'est normal. Quand on part pour la première fois, c'est à ça qu'on pense. Mais souvent, on va découvrir trop tard, et notamment quand on part pour la première fois, que ce qui fait tenir la mission ou ce qui l'a fait échouer, c'est ce qui se joue dans le couple et dans la famille. Donc la préparation du départ et de l'arrivée sont des moments décisifs en fait. Et c'est là que vous allez poser ou pas les bases de l'équilibre à venir de votre expatriation. Alors moi, les familles que je rencontre très souvent, la logistique, tout ça c'est nickel. Et je me mets dedans, vous verrez, je vous donnerai un exemple après de ce qui m'est arrivé.
La logistique, les écoles, on les a trouvées. Souvent, certains ont la chance que leurs entreprises les accompagnent. Les logements sont trouvés, le déménagement, les visas, tout est cool, tout est prêt. Enfin, on pense que tout est prêt. Mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit assez rapidement que les peurs, les attentes, les doutes des uns et des autres, eh ben, ils ont été très peu exprimés. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on va partir, pardon, excusez-moi, on va partir en famille, effectivement, mais on ne va pas forcément tous partir avec le même film dans la tête. Et puis, il peut arriver à un moment donné de l'expatriation où ces films divergent et ça peut poser ça peut poser quelques problèmes. Et pour illustrer ça, je vais me permettre de prendre un exemple perso que j'ai vécu et qui était notre transition entre Niamey et la Corse. Alors vous allez me dire, mais rentrer en Corse, c'est pas une expatriation, c'est un retour en France. Eh bien non, pour nous, c'était pas un retour en France parce que mon épouse, qui est nigérienne, pour elle, c'était une expatriation. Et je vais même vous dire, c'était sa première expatriation. Et donc cette décision de rentrer en France, c'était une décision pro. C'est moi qui ai décidé que après plusieurs années au Niger, il fallait que je bouge pour ma carrière professionnelle et que c'était bien de partir en Afrique ou en France. J'ai trouvé que c'était la France. Donc le projet pro était évident. Alors notre projet familial l'était beaucoup moins. On avait très peu échangé avec mon épouse avant de rentrer. Moi, j'avais très peu réfléchi au fait que mon épouse allait ou pas s'adapter en Corse. Dans ma tête, on partait en famille, ma femme suivait et tout allait bien. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que moi, je suis parti en Corse avant, j'ai tout installé. Je les ai récupérés à l'été. L'été s'est très bien passé. En Corse, en règle générale, l'été, c'est plutôt sympa. Sauf que la rentrée scolaire et la rentrée pro sont arrivées. Donc moi, je me suis réinvesti dans mon boulot. Ma fille est rentrée à l'école et mon épouse s'est retrouvée seule, sans aucun réseau, sans travail, sans aucun repère. Et donc là, c'est devenu très très compliqué pour elle, y compris dans la relation avec les locaux. Et donc nous sommes arrivés à une vraie crise et nous avons dû prendre une décision très difficile, c'est que ma femme et ma fille repartent au Niger. Donc elles sont reparties toutes les deux au Niger et moi j'ai vécu 4 ans tout seul sur mon île. Donc aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux vous dire, c'est pas qu'il n'y avait pas d'amour dans notre famille, qu'il n'y avait pas de cohésion dans notre famille, c'est vraiment le fait qu'il n'y avait pas de contrat clair au départ et que du coup ça nous a causé ce vrai problème-là. Et donc effectivement, ce que je me rends compte, c'est que souvent, quand on part, on commet 3 erreurs. Alors, vous en avez vu une en live, la mienne, tout miser sur la logistique et l'administratif. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc là, on pense qu'on a fait le plus dur, et puis en fait, c'est le reste qui vient poser problème. La deuxième erreur, c'est de minimiser les peurs. Alors, les peurs du conjoint et les peurs des enfants aussi. Alors, c'est pas par négligence. Souvent, l'expatrié qui prépare son départ, il est focus sur son boulot. Et puis, il se dit, moi, je suis là-dedans. Et si j'en parle trop à la maison, si j'en parle tous les jours à la maison, peut-être que je vais inquiéter ma famille. Et donc, du coup, il n'en parle pas trop. Il met ça un peu sous le coude. Puis, malheureusement, ça crée du vide, ça crée du silence. Et quand il y a du vide et il y a du silence, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Et la troisième erreur, c'est préparer très sérieusement l'atterrissage professionnel, mais très très peu la vie quotidienne en famille. Le poste est clair, les objectifs sont définis, mais la question comment on va vivre ensemble là-bas, soit elle est floue, soit elle n'a pas été posée du tout. Alors ce que je veux vous dire là, c'est que ce n'est pas des erreurs de mauvaise volonté, c'est que l'on a tous des angles morts, effectivement, quand quelqu'un prépare, et surtout l'expatrié prépare son expatriation, il va penser d'abord au job, et puis après, le reste, c'est parfois un peu plus compliqué. Le problème, c'est que si on ne regarde pas en face ces angles morts, ils finissent par nous rattraper. Alors, ce qui est important, je pense, et c'est peut-être la partie la plus importante de mon intervention, c'est que à partir du moment où on part en famille, le projet, il change. Ce n'est plus seulement un projet professionnel, ça devient un projet de vie. Et ce qui se passe dans un projet de vie, c'est que parfois les intérêts ne sont pas forcément alignés, ils peuvent même être différents et parfois même divergents. Donc la vraie question devient,
quand on va partir en famille, mais comment on équilibre le projet pro, les besoins du couple et la protection de la famille? Comment faire tout ça? Et c'est exactement à cet endroit-là que le jeu, comme je l'ai mis sur le slide, le jeu part en mission, doit laisser la place à nous partons avec un projet. Alors, pas en renonçant à son projet pro, évidemment, mais en construisant quelque chose de commun. Moi, ce que je propose dans mes accompagnements, c'est un pacte familial. Alors, un pacte familial où le mot pacte, parfois, il peut faire peur. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de simple. Ce n'est pas un contrat rigide, ce n'est pas quelque chose qu'on va graver dans le marbre, c'est juste quelques accords clairs qu'on décide ensemble. Et pour moi, il repose sur 3 points essentiels. Le premier, c'est créer des espaces pour dire quand ça devient difficile. Accepter de dire, oh, j'ai peur, là, j'ai un doute, je vis ça comme ça, je ne le vis pas bien, etc. Le deuxième, c'est de penser, avant de partir même, au partage des responsabilités, une fois qu'on sera sur place. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver dans le pays, évidemment, l'expatrié qui a un boulot, il va s'investir dans son travail. Et puis, le conjoint, souvent, il va se retrouver seul, avec la charge de toute la famille, si on n'a pas déjà dit que les uns et les autres feraient telle et telle tâche. Et ça, le fait que le conjoint se retrouve seul, ça peut déstabiliser la famille, ça peut déstabiliser le couple, et ça peut déstabiliser la mission. Et le troisième point à prendre en compte dans ce pacte familial, c'est de rester attentif aux émotions. Les émotions de tout le monde. Alors, je vais les graduer. Les émotions du conjoint ou de la conjointe, les émotions des enfants et encore plus particulièrement les émotions des adolescents. Parce que partir quand on est ado, ça génère beaucoup de peur, beaucoup d'émotions, et donc si on n'y est pas attentif, ça peut être un peu compliqué. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand ce pacte est mis en place, quand il existe, ça devient un véritable filet de sécurité pour l'ensemble de la famille. Et donc c'est quelque chose qui apporte un bénéfice à tout le monde. Et moi, avant de partir, je vous invite à vous poser ces quelques questions simples. Pourquoi nous partons? Et deuxième question, c'est pourquoi nous partons? Se poser la question de savoir de quoi j'ai peur aujourd'hui avant de partir. Et ensuite, la dernière, qu'est-ce que l'on veut absolument protéger dans notre famille? C'est quoi le socle de notre famille qui est non négociable, qu'on soit en France, en expatriation ou ailleurs? Et ce qui est important, c'est de se poser au moins une de ces questions, parce que dès que vous posez une de ces questions, au moins, vous allez poser quelque chose d'essentiel et ça consolide vos échanges dans la maison. Parce que souvent, ce qui manque, ce n'est pas l'information, évidemment, c'est la conversation au sein de la famille. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la préparation du départ. Ma deuxième partie d'intervention, c'est l'arrivée. Alors l'arrivée, en règle générale, c'est top, c'est magique. On a des nouvelles sensations, des nouveaux repères, un sentiment d'espoir. On se dit, mais c'est exactement ça qu'on voulait. Même les premières difficultés qui arrivent, en règle générale, c'est des petites difficultés. On se dit, mais c'est super gérable, tout va bien se passer. Et c'est ça qu'on appelle la lune de miel. Alors, il est important de dire que cette lune de miel fait partie de l'expérience et évidemment, il faut la vivre. Par contre, cette lune de miel, elle ne nous dit rien de ce qui va suivre. Parce qu'en fait, on est à ce moment-là, on est encore un peu dans une acclimatation de surface. Je prends souvent l'exemple du touriste qui arrive là pour 3-4 semaines, qui voit la surface des choses dans le pays où il est, et on ne voit pas encore les grosses différences, les différences profondes qui vont potentiellement arriver. Mais ça, Philippe en parlera plus longuement que moi. Pardon. Par contre, ce que je vous encourage à faire si vous partez en expatriation, c'est de profiter de cette lune de miel tout en restant vigilant. C'est pour ça que je dis profiter, mais observer. Commencez à regarder les petites choses qui viennent vous titiller, et puis débriefez-le en famille. Dites-vous, ouais, ça se passe bien, ça c'est génial. Tiens, mais là, il s'est passé un truc. Un tel que j'ai rencontré, il m'a dit ça m'a un peu choqué, ou au marché, j'ai rencontré ça, etc. Donc, il faut vraiment commencer dès la lune de miel à essayer de pointer les choses et à installer des rituels dont Philippe vous parlera aussi tout à l'heure. Et surtout, une chose super importante à vous rappeler, c'est que l'euphorie, à un moment, elle va passer. Et ça, c'est normal. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'expérience de l'expatriation.
Donc, si je devais résumer ce que je vous ai dit, bah, c'est que le départ, c'est pas seulement des cartons. L'arrivée, c'est pas seulement l'euphorie. En fait, tout ce que vous posez avant de partir et ce que vous posez dans les premières semaines sur place, ce ne sont pas des détails. Ce sont les fondations de votre expérience. Et vous savez comme moi que quand les fondations sont fragiles, tout le reste finit par trembler. Donc, construisons des fondations solides. Et donc, avant de passer la parole à Philippe, je voudrais poser une question à Pascal. Pascal, pour toi, quels ont été les premiers signes que la lune de miel touchait à sa fin? Alors, je rallume mon micro. Oui, donc moi, c'est vraiment au moment où les enfants sont partis à l'école, sont allés à l'école. Nous étions aux États-Unis et on avait passé 2 mois d'été à profiter de la lune de miel, je dirais. En plus, il y avait des cousins qui étaient là-bas, donc tout était fun. Et puis, la rentrée scolaire est arrivée en septembre et c'était une rentrée dans une école américaine, donc pas française. Et là, voilà, c'était un peu la cata parce qu'il fallait apprendre la langue. Enfin, donc il y a eu vraiment une chute dramatique des humeurs de chacun et surtout une inquiétude qui est passée après. Mais ça a été vraiment là le moment où la lune de miel était vraiment terminée. Ok, merci Pascal, merci pour cet éclairage. Ben, Philippe, je te passe la parole. D'accord, merci Thierry. Alors, suite à ce que vient de nous partager Thierry, au travers du choc culturel que vous pouvez voir sur cette courbe en rouge, eh bien, on va passer du magique à la réalité. Et comme vous pouvez le voir, le choc culturel apparaît comme une descente, une plongée. Alors après, qui va être plus ou moins, comment dire, profonde. Et puis ensuite, on observe une remontée qui illustre une phase d'adaptation et d'intégration. Et ces deux phases vont également prendre un temps qui sera différent d'une personne à l'autre, et c'est ce que nous allons aussi voir par la suite. Alors, le choc culturel, c'est quoi? En fait, c'est une prise de conscience qui est plus ou moins brutale d'une situation en général que l'on a voulu ou pas. Et cela peut générer un certain nombre d'émotions en fonction de plein de facteurs. Bon, sa situation, son statut, le pays où on en est. Est-ce qu'on est le salarié, le conjoint ou bien l'enfant? Et cela peut s'illustrer par de l'incompréhension, une difficulté à partager son vécu avec les personnes qui ne vivent pas ou qui n'ont pas vécu cette expérience de l'expatriation. Alors on peut ressentir dans certains cas une culpabilité aussi de vivre sa vie, de vivre ses rêves. Et c'est là où on commence à se poser la question, mais est-ce que c'était la bonne décision? En fait, le choc culturel, c'est un peu comme une spirale que le couple et la famille vont vivre ensemble, mais chacun d'une manière différente. À un moment donné, on va se donner une impulsion qui va engendrer notre adaptation. Pour donner un exemple de cette transition, notre fille avait 6 ans quand elle est arrivée en Chine. Vivant à l'étranger, notre choix, dès le départ, était de la mettre en école internationale. Elle se retrouve donc dans une classe à l'époque de 9 enfants avec 8 nationalités. Un jour, elle revient de l'école et elle nous dit, je ne comprends rien à ce que les autres me disent et ils ne comprennent rien quand je leur parle. 6 mois après, elle parlait anglais avec un accent américain. En surmontant ce choc culturel, elle a commencé sa propre adaptation. Merci Thierry. Cette impulsion sera personnelle et en fait, elle se passe aussi en famille, car c'est un facteur important dans l'adaptation. On devient beaucoup plus familier avec les codes de la vie locale. On comprend mieux comment ça marche et on commence à acquérir une certaine confiance en soi. Un exemple de code de la vie locale en Asie. On ne se serre pas ou très peu la main et encore moins se faire la bise quand on est au travail. Et donc au début, c'est déconcertant, surtout quand on est un Français où on n'arrête pas de serrer la main de la personne que l'on rencontre. Alors on teste notre résilience à chaque instant et en même temps on s'adapte. On se rend compte qu'on sera toujours des étrangers. Et c'est une phrase qui m'a vraiment été importante avant ma première expatriation.
Mon manager m'a confié, tu seras toujours un étranger, n'oublie jamais ça. Et donc on accepte ce fait que l'on ne pourra pas changer certaines choses. Il faut vivre avec. Parfois on en rit, on aimerait avoir les mêmes choses en France, ou pas. C'est d'ailleurs souvent un très bon sujet de conversation dans la famille pour partager ses expériences. Et puis de l'adaptation, on passe à l'intégration. Alors on commence à ressentir une certaine fierté parce qu'on se dit, waouh, notre parcours, notre adaptabilité, on arrive à concilier les deux cultures, on s'enrichit des deux, on apprécie de les vivre et on développe au fur et à mesure plus de tolérance et puis une certaine humanité également. Après ça, ça dépend également dans quel pays nous sommes, la différence entre les deux cultures. Il est certain que si on est en Allemagne à comparer à la Chine, ça n'aura pas le même impact. Et c'est là où, pour moi, la curiosité est la base pour concilier les deux cultures et à le vivre consciemment. Donc, la curiosité est pour moi un facteur extrêmement important dans cette adaptation. Et on devient plus ouvert à de nouvelles expériences. On est plus à même de les partager et d'aider les nouveaux arrivants. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en étant expatrié, eh bien, c'est un peu la chaise musicale. En général, à la fin de leur contrat, les gens repartent dans leur pays ou vont vers une autre destination. Et c'est la même chose pour soi. Donc, il y a toujours de nouveaux arrivants. Alors, non seulement on reçoit des questions, mais également on a envie de partager, de conseiller les nouveaux arrivants. Et donc, au fur et à mesure de cette intégration, eh bien, en fait, on se sent de plus en plus à sa place. À défaut de se sentir chez soi à la maison, on a ce sentiment d'être à sa place. Alors, dans ces phases de choc culturel, d'adaptation et d'intégration, comment trouver et maintenir cet équilibre pour la famille? En fait, il suffit parfois de mettre des choses simples en place, comme de se créer des rituels. Par exemple, à Pékin, nous avions plusieurs restaurants où nous allions régulièrement. Tous les vendredis, on allait dans un restaurant qui s'appelait TGIF, qui veut dire en fait Thanks God it's Friday. Et nous savions qu'en général, le vendredi soir, nous allions dans ce restaurant. On commençait par connaître par cœur le menu. Nous aimions également aller au Hard Rock Café et essayer d'autres cuisines. Et voilà, ça fait partie des rituels qu'on peut s'organiser facilement en famille. Rester en contact avec ses proches. Par exemple, nous avons instauré, quand nous étions bloqués à Singapour pendant 2 ans du fait de la Covid, une visio hebdomadaire avec la maman de mon épouse qui se trouvait en EHPAD. Ce rendez-vous est devenu un rituel très important pour elle et qui permettait de rester en contact et de partager un peu ce que l'on vivait et puis de se rassurer également sur la situation de chacune. Une autre façon de garder cet équilibre, c'est d'inviter sa famille. Faire venir sa famille, c'est leur faire voir dans quel environnement nous vivons. Ça permet aussi, dans certains cas, de démystifier l'idée préconçue selon laquelle la vie des expatriés, c'est une vie de privilégiés. Le fait d'inviter sa famille permet de pouvoir partager son vécu, de montrer que, oui, la vie, c'est pas toujours rose. C'est pas forcément être au bord d'une piscine avec un cocktail dans la main. C'est pas forcément ça. Bon, ok, c'est pas tout le temps ça. Une autre façon de pouvoir garder cet équilibre en famille, c'est de voyager dans le pays et les pays alentours afin de vivre des expériences ensemble. On se crée ainsi des anecdotes et c'est toujours intéressant de voir un peu comment chacun a vécu certaines expériences. Participer à des activités locales. Alors ça, on peut le faire soit seul, en couple, en famille. En fait, même si on fait une activité seule et qu'on y trouve un certain équilibre, cet équilibre contribuera à l'équilibre global de la famille. Donc c'est important aussi de se donner aussi un temps à soi-même. Dans mon cas, j'ai fait beaucoup de photographies, ce qui m'a permis d'assouvir ma curiosité naturelle et de partager ensuite en famille. Et également, je me suis mis au running en expatriation et j'ai ainsi pu participer à plusieurs marathons dans les pays où nous sommes allés et également voyager pour le marathon en famille, par exemple à New York. Donc c'était une expérience super. Cet équilibre global de la famille est pour moi atteignable par le vivre ensemble.
Donc ça, c'était pour la famille. Et pour le conjoint, comment ça se passe? En fait, ça tout dépend, comme le disait Thierry, du contrat familial de départ. Il sera d'autant plus facile pour le conjoint de trouver son équilibre si l'expatriation est un choix de vie partagé avec le salarié, et d'autant plus s'il y a des enfants. L'apprentissage de la langue, dans la mesure du possible, sera un des meilleurs moyens de s'adapter et de trouver cet équilibre. À défaut de parler couramment le chinois, nous avons développé en fait ce que j'appelle un kit de survie, et ce qui nous permettait d'échanger, d'acheter, de choisir, de se déplacer ou de demander quelque chose. Il y a aussi le fait de lier connaissance avec des locaux, mais aussi au travers des réseaux d'expatriés. Et là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de réseaux d'expatriés avec les ambassades, l'Alliance française, l'UFE, l'Union des Français à l'étranger, et dans toutes les grandes capitales en général, il y a ce que l'on appelle une structure d'accueil. Dans notre cas, c'était Pékin Accueil, Manille Accueil, Singapour Accueil. Et donc là, on peut trouver un certain nombre d'activités qui nous permettent de lier connaissance avec des personnes qui vivent dans la même ville et qui vont pouvoir nous aider, nous conseiller et devenir également éventuellement des amis que l'on suivra très longtemps après notre départ ou leur départ. Mon épouse a participé activement comme membre dans ces structures d'accueil et a été bénévole aussi dans une association pour des visites à l'hôpital et a trouvé un certain équilibre. Également, la formation est une option. J'ai vu des personnes qui se sont formées sur place et créé ainsi leur activité principale, comme guide touristique, architecte d'intérieur. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'emploi localement, mais ça, c'est pas toujours évident selon le pays et surtout si on n'a pas de permis de travail. En tout cas, pour le conjoint, ce qui est important, c'est de trouver son but, le sens que la personne veut donner à son expatriation. Pour le salarié, alors c'est complètement différent. Lui, il est déjà dans un cadre, un environnement qui demande une certaine organisation, le respect d'horaires, de codes, et ainsi de suite. Par contre, ce qui est important, c'est de partager son emploi du temps avec la famille. Pourquoi? Parce que dans mes différentes affectations, par exemple, j'ai énormément voyagé. Et donc, il était important de partager mon agenda avec la famille en disant, voilà, je vais partir dans telle ville ou dans tel pays, je vais être absent pendant tant de jours et je reviens à tel moment. Ce qui fait qu'au niveau de la famille, c'est connu, il n'y a pas d'étonnement et on peut prévoir à son retour justement une petite sortie rituelle, comme partir en week-end. En tout cas, organiser quelque chose qui fait qu'on compense un petit peu notre absence due au déplacement. C'est aussi participer aux activités organisées par l'entreprise. En Asie, des family days étaient souvent organisées et durant lesquelles les familles étaient invitées à venir visiter l'endroit où travaille le salarié. Ça permet à la famille de se rendre compte de l'environnement, de rencontrer les collègues, la famille des collègues et bien sûr, c'est une ouverture. On est dans un environnement international, ça permet de lier connaissance avec des personnes de différentes nationalités. Et ça crée automatiquement un échange, des questions pour une meilleure compréhension des contraintes que le salarié peut rencontrer dans son travail. Pour l'équilibre familial, il est important également de bien penser à négocier son contrat. Thierry en a touché un mot, et notamment en termes de home leave, c'est-à-dire à quelle fréquence vous aurez des vacances pour retourner en France. C'est important pour l'équilibre. Ça permet justement de ce retour en France, de revoir la famille, de retrouver cet équilibre initial de notre pays d'origine. Euh, c'est également important de négocier aussi une formation interculturelle, une formation à la langue du pays. Et il est important aussi, pour l'équilibre de la famille, c'est d'avoir une vision à court terme et à long terme, si c'est possible, en ayant revisiter en fait l'évolution de la carrière et qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur. Où sera-t-on dans 3 ans? Où serons-nous dans 5 ans? Et ça, ça permet d'avoir cette vision à court terme ou long terme, permet justement d'acquérir cet équilibre. En résumé, pour le salarié, c'est partager avec son entourage, que ce ne soit pas une boîte noire pour le conjoint ou les enfants, et cela, ça contribue énormément à l'équilibre de tout le monde.
Alors, en conclusion de ma partie, je voudrais juste partager avec vous deux citations qui, pour moi, illustrent bien cette période du choc culturel, de l'adaptation et de l'intégration. La vie, c'est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut bouger. Et si on veut réussir son expatriation, surmonter le choc culturel, s'adapter, s'intégrer, il est important justement de se bouger, d'être à l'écoute des autres et de soi-même. Être ouvert, accepter les différences, vivre intensément les deux cultures et chercher tout le temps à apprendre là où on se trouve, car en fait, en restant curieux, on s'ouvre aux autres, on en tire des enseignements qui lui suivront tout le temps et trouver une certaine harmonie à tout ça. D'où la deuxième citation, mettre tout en équilibre, c'est bien, mettre tout en harmonie, c'est mieux. Alors avant de passer la parole à Pascal, je voudrais juste poser la question à Thierry. À quel moment t'es-tu senti le plus adapté ou intégré à ton nouvel environnement? Alors, bah, je vais prendre l'exemple de ma dernière expatriation qui était à Pointe-Noire au Congo. Alors, il y a deux aspects sur l'intégration. Le premier, c'est professionnel. Et là, c'est quand j'ai commencé à être invité. Philippe parlait de Family Day, mais en Afrique, on peut être invité au mariage, à des occasions comme ça. Donc, quand on commence à être invité par ses collègues ou ses collaborateurs à ce type d'expérience, en tout cas, moi, je me suis senti intégré à ce moment-là. Et en famille, ben, l'intégration, c'est quand on arrive effectivement également à avoir des relations plus soutenues avec des locaux, hein, pas de rester dans le cercle des expatriés, mais d'être invité dans les familles locales ou éventuellement par le propriétaire de votre maison, de votre appartement qui vous invite le week-end, etc. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, bah, ça y est, on a franchi le cap et on est arrivé. Merci Thierry. Pascal, tu as la parole. Mais, alors, merci beaucoup. Vous m'entendez, je pense. Voilà. Oui. Bien, alors j'ai écouté, merci, merci à tous les deux. Je vous ai écouté tous les deux et c'est drôle parce que en prêtant vraiment attention, le retour, c'est vraiment les mêmes phases en fait. On a l'impression que le retour va être complètement différent du départ et de l'intégration dans un pays étranger. Et pas du tout, pas du tout, parce que comme on va le voir là, le retour, c'est aussi quelque chose qu'il faut préparer. C'est également, on va vivre un choc culturel, qu'on appelle le choc culturel inversé, puisqu'on retourne dans notre pays, et une phase d'adaptation qui sera plus ou moins longue. Donc ça, c'est assez, pour plein de personnes qui partent à l'étranger, ne peuvent pas imaginer que le retour va être une sorte de redite de que ce qu'ils ont vécu en partant. Alors, il y a Expat Communication qui a fait une enquête, qui fait des enquêtes tous les ans, en fait, pour tester un peu, pour sonder un petit peu les expatriés. Et dans cette enquête, en fait, on se rend compte que la moitié des expatriés qui partent, qui reviennent dans leur pays, ont une perception différente de celle qu'ils avaient en partant. Et à peu près le même pourcentage trouve que ce retour est difficile. Donc c'est quand même intéressant de voir que c'est une grosse, il y a une grosse partie des expats qui, en rentrant, voient bien que ce retour n'est pas un simple retour. C'est comme une nouvelle expatriation. Merci Thierry. Alors, les enjeux du retour, justement, je pense que pour chacun, ça va être différent en fonction si on est salarié, conjoint, ou bien si on parle de la famille et du couple. Donc pour le salarié, donc moi je suis partie aux États-Unis, j'ai suivi mon mari, j'étais conjointe, donc je n'ai pas vécu ce qu'ont vécu mes collègues hein, dans l'entreprise. Mais au retour, en tout cas, ça a été très compliqué de retrouver sa place dans l'entreprise. Nous sommes partis 5 ans et au retour, en fait, ben, il n'était pas compris. Enfin, la hiérarchie, tout ça, ça posait vraiment un problème. Et, et on ne peut pas s'imaginer en fait de l'importance que ça a quand le papa ou le mari rentre et qu'il se retrouve voilà, stressé, angoissé par son travail. Il a fallu qu'il s'adapte au code, qu'il s'adapte à son nouveau poste. La relation avec les collègues est complètement différente aux États-Unis et en France. Euh, Pareil pour la relation à la hiérarchie, si bien que voilà, il avait l'impression vraiment de plus être dans son pays d'origine. Et il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on part à l'étranger en tant que salarié,
on a acquis beaucoup de compétences. Il n'y a pas d'ailleurs que le salarié, hein, on a tous acquis de nouvelles compétences. Et ces compétences, il faut savoir les valoriser au retour. Et ce n'est pas toujours facile quand on se retrouve dans l'entreprise qu'on a quittée de pouvoir avoir accès à cette valorisation. Donc, je pense que c'est pour le salarié, enfin, d'après mon expérience de conjointe, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti au retour. Alors, je vais vous parler plus facilement du conjoint puisque je l'ai vécu. Et donc, moi, je ne pouvais pas travailler aux États-Unis, je n'avais pas de visa de travail, hein, ça remonte déjà à plusieurs années. Et la seule chose qui m'importait, c'était que la famille soit équilibrée, que tout le monde soit content, qu'il n'y ait pas de souffrance, etc., etc. Donc il y avait énormément de charges mentales pour que cet équilibre soit général. Voilà. Et si bien qu'au bout de quelques mois, même si tout le monde n'était pas totalement à l'aise, moi je me suis retrouvée complètement engloutie dans une sorte de flou, de brume psychologique. Enfin, je ne me sentais pas du tout bien, je m'inquiétais pour tout, j'étais anxieuse. Et ça a duré quand même quelques mois. Il a fallu chercher une maison après, il a fallu... Bref, ça a été quand même assez pénible. Et à ce moment-là, on ne sait plus ce qu'on doit faire si on veut travailler. On ne sait plus tellement, on ne sait plus vraiment ce dont on a envie. Je vous donne un exemple. Moi, avant de partir, j'étais enseignante en anglais. Je donnais surtout des cours particuliers, hein, à des enfants, des adultes. Et au retour, j'avais plus du tout envie de faire ça, hein. Et j'avais vraiment envie de me retrouver dans un milieu international. Donc j'ai commencé à travailler dans le secteur de la relocation et ça m'a énormément épanouie parce que je me retrouvais dans un univers international. Je comprenais ce que vivaient les gens et franchement, ça a été pour moi un épanouissement qui m'a sauvée, je dirais, sur le plan professionnel. Voilà, en tout cas, la difficulté, c'est donc comment aborder ce nouvel avenir professionnel. Et c'est important, comme on verra tout à l'heure, de prendre des mesures pour pouvoir l'aborder correctement. Alors, le couple et la famille, que ce soit dans le couple et la famille, comme je disais tout à l'heure, l'équilibre de chacun va être important pour que le couple et la famille soient harmonieux. D'abord, il faut essayer de ne pas vivre dans la nostalgie, parce que enfin, pour ce qui est de mon cas, je suis rentrée, j'étais vraiment à peu près la seule à vouloir rentrer. Les enfants avaient passé 5 ans, ils étaient adolescents, ils s'étaient fait des nouveaux copains et ils n'avaient pas du tout envie de revenir en France. Mon mari, quant à lui, il était très content de son job là-bas et pareil. Bon, moi, j'avais signé un contrat au départ, c'était partir 3 ans. Finalement, on est resté 5 ans. Et moi, pour moi, j'avais envie quand même de rentrer. Donc voilà, il y avait quand même un décalage où on n'était pas tous sur la même longueur d'onde. Et ils étaient beaucoup dans la nostalgie, hein, que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'école, les copains. Donc les enfants, ça a été compliqué. Et puis mon mari aussi, parce qu'il adorait travailler aux États-Unis et retrouver le système français, ça ne lui convenait pas tellement. Donc il y a vraiment ça, comment s'intégrer socialement et scolairement. Pareil, moi, mon fils aîné a complètement craqué à l'école parce qu'il s'est retrouvé dans une école privée où les professeurs ne comprenaient pas du tout ce qui lui arrivait. Et ça a été assez catastrophique. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est accompagnement du retour, je trouve que ça a été vraiment ma mission, hein, parce que j'ai vraiment vécu ça de façon très difficile. Et évidemment, comment retrouver cet équilibre familial quand personne ne va bien. Donc, on va voir on va voir plus tard, donc dans les prochaines diapos, on va voir comment trouver quelques clés pour éviter tous ces écueils. Que nous, on n'a pas forcément fait attention à ça. On est parti dans les années 90 et on n'était pas du tout, on était jeunes, on n'était absolument pas préparés ni au départ d'ailleurs, ni au retour. Alors, avant de revenir, déjà, je pense qu'il est important de le préparer, ce retour. C'est-à-dire, dès que le salarié, enfin le conjoint ou le salarié ou la salariée, je dis toujours le salarié parce que bon, c'est un peu mon expérience à moi, mais évidemment, il y a aussi des femmes, hein, qui sont salariées et qui emmènent la famille. Il faut, je pense, faire participer la famille, c'est-à-dire en parler bien en avance pour que les enfants, alors quand ils sont tout petits, c'est un petit peu moins difficile, mais quand ils sont adolescents, c'est capital, qu'on leur donne envie de revenir.
Donc que ce soit pour les projets, que ce soit les écoles, le lieu si c'est possible, voilà, avoir leur avis et leur faire comprendre qu'ils ont leur avis à donner. Et pareil, dans le couple, c'est important évidemment que dans le couple, il y ait une communication extrêmement importante. Pour le conjoint, anticiper ce retour au travail, hein. Souvent, le conjoint a mis sa carrière en pause, hein, pendant plusieurs années. Il a fait un sacrifice, hein, parce que disons que le projet d'expatriation, il l'a accepté, mais c'était quand même au détriment de sa vie professionnelle. Et il faut qu'elle sente ou qu'il sente que son mari ou sa femme le soutient et l'aider à anticiper donc ce retour. Et puis bien évidemment, en amont, préparer tout ce qui est installation. Bon, ça en général, c'est pas le point le plus, c'est le point dont on s'occupe souvent le mieux, parce qu'on sait très bien qu'en arrivant, va falloir se loger, les enfants vont devoir aller à l'école, etc. Donc ça, disons que ça, c'est un peu plus évident, je pense. Donc ça, c'est des idées avant de partir, avant de revenir, qui sont déjà une clé pour ne pas être complètement perdu quand on rentre. Alors pour le salarié, il faut déjà accepter et accueillir que ce changement va être un vrai changement, que c'est pas parce qu'on rentre dans son entreprise d'origine que le choc ne va pas être là. L'entreprise a changé, les postes ont évolué, on ne se retrouve pas avec les mêmes collègues. La politique d'entreprise est différente, hein, parce que si vous allez travailler, vous le savez, messieurs, en fonction des pays où vous travaillez, on n'a pas du tout la même politique, hein, d'entreprise, la même ambiance. Donc ça, c'est d'abord l'accepter et ne pas vouloir à tout prix brûler les étapes, je dirais. Euh, et pas complètement angoissé parce qu'on n'est plus en phase. Et puis, trouver un moyen de valoriser son expérience en expatriation et en faire un atout. C'est-à-dire qu'il faut bien, on sait bien que quand on part en expatriation, que ce soit salarié ou conjoint, mais on a acquis énormément de compétences. L'adaptabilité, souvent la connaissance d'une nouvelle langue, la communication interculturelle, c'est-à-dire qu'on a appris à comprendre les personnes d'origine du pays où on est accueilli. Il y a aussi tout ce qui est tout ce qui est organisation, enfin, beaucoup de choses. Et souvent, lorsqu'on rentre, on n'a pas conscience de tout ça. On pense que c'est normal, que tout ce qu'on a fait là-bas, c'était normal et qu'on rentre et que tout va se passer comme avant. Mais on n'a pas, comment dire, on ne s'estime pas suffisamment par rapport à cette expérience. Et ça, c'est vraiment important de la valoriser. Pour le conjoint, c'est la même chose, hein, valoriser, comme je disais, valoriser son parcours à l'étranger, c'est aussi capital parce que moi, je me suis rendu compte assez vite finalement que je n'étais plus la même en rentrant, que j'avais beaucoup mûri, que j'avais vécu des choses que beaucoup de gens n'avaient pas connues. Et encore une fois, la même chose, l'interculturel, la curiosité, l'adaptabilité, tout ça, la connaissance aussi d'une autre culture, tout ça, c'est des acquis qui sont extrêmement à valoriser lorsqu'on rentre et lorsqu'on cherche du travail en tant que conjoint ou conjointe. Ça va compter sur le CV. Il ne faut pas imaginer que ça va passer. Si on ne le met pas en avant, personne ne le saura. Mais il faut vraiment travailler là-dessus et connaître, réfléchir à qu'est-ce qui peut nous apporter un plus, une valorisation. Et puis, la vie sociale. Alors, la vie sociale, quand on rentre, souvent, on se retrouve complètement décalé avec nos anciens amis, et même notre famille. Déjà, ils ne comprennent pas qu'on soit stressé, ils ne comprennent pas qu'on soit triste. Ils se disent, bah, écoute, tu as eu une super opportunité, tu t'es bien amusé, maintenant c'est fini, tu vas revenir à ta vie normale, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu ne vas pas bien? Donc, moi, j'ai vraiment retrouvé une vie sociale en me connectant, enfin, en ayant des relations avec des gens qui avaient vécu la même chose que nous. Et ça aide beaucoup, ça, d'avoir des échanges avec des gens qui ont traversé cette expérience. Et maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a 30 ans. Et par exemple, il y a Paris Accueil, hein.
Paris Accueil, ça c'est une des associations qui permet justement de mettre en relation des, des anciens expatriés qui sont de retour et qui peuvent échanger et créer des relations. Parce que c'est pas du tout évident finalement de recréer les mêmes relations qu'avant. On garde ses amis, certes, mais on sent quand on est ensemble qu'on n'a pas tout à fait la même vision des choses et la même ouverture. Donc ça pour la conjointe ou le conjoint. Et puis pour la famille, donc comme vous disiez, messieurs, toujours échanger sur les expériences de chacun. Moi, je vais vous parler de mon cas, hein. Ce qu'on n'a sûrement pas assez fait, c'est qu'on est tellement dans la tête dans le guidon que chacun vit sa vie. Il y en a qui vont à l'école, les enfants vont à l'école, le mari va travailler ou l'épouse va travailler, le conjoint il reste à la maison, il s'occupe de tout ce qui est familial. Et on n'échange pas assez sur les difficultés qu'on rencontre. Et ça, je pense que c'est très important quand on peut échanger parce qu'on peut trouver des solutions. Et puis surtout, il y a l'écoute qui est là entre les membres de la famille et qui montre à chacun que l'autre peut être empathique, enfin peut comprendre. Dans le couple, pareil, aussi bien en expatriation qu'au retour, il est important de définir des rôles et les responsabilités de chacun. C'est-à-dire que le conjoint n'est pas celui qui va s'occuper de toutes les tâches liées à l'installation de la famille. Le salarié ou la salariée ne va pas uniquement se consacrer à son travail, et c'est souvent difficile parce qu'il y a quand même pas mal de stress quand on retourne travailler. Mais voilà, qui est vraiment que chacun puisse avoir un temps pour lui pendant lequel il peut se consacrer à lui. Et puis, mettre en place des projets en couple et en famille, alors que ce soit des voyages, que ce soit des week-ends en famille, euh, encore une fois, faire des choses ensemble, instaurer des rituels, comme tu disais, Philippe, des dîners au restaurant, des séances de cinéma. Moi, j'en parle d'autant plus que nous, on n'a pas assez fait ça et ça a eu vraiment des répercussions sur l'équilibre familial. Voilà, donc en résumé, je vous conseille de retenir? Voilà, donc à retenir, il faut bien comprendre que le retour, c'est une transition à part entière. C'est pas juste un retour. Ça génère des déséquilibres, mais aussi de nouvelles possibilités. C'est important de se dire que c'est pas facile parce que là, il ne faut pas non plus donner une image de l'expatriation qui est négative, parce que ça change énormément de choses et ça fait. Je vous donne un petit exemple, c'est que mes garçons, ils sont rentrés, ils parlaient couramment l'anglais, ça leur a permis dans leurs études d'avoir beaucoup de possibilités. Et puis aussi l'adaptabilité aux autres, aux cultures. Voilà, il y avait une maturité qui s'était établie grâce à l'expatriation. Et lorsqu'on rentre, si on arrive donc à anticiper, à comprendre ce qui nous est arrivé, à ne pas s'inquiéter que ça va prendre un peu plus de temps, et puis s'entourer des bonnes personnes, ça permet d'ouvrir ce nouveau chapitre plus sereinement. Voilà, donc j'espère que ces quelques clés, ces quelques conseils pourront vous aider si vous partez à l'étranger. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions, Cécile va prendre les questions. Je vais prendre les questions. En fait, si Thierry cesse de partager l'écran, on va peut-être voir tout le monde, voilà. Et vous pouvez aussi ouvrir vos micros et poser directement vos questions, c'est peut-être même le mieux, à Pascal, Thierry ou Philippe, si vous en avez. Oui, Bonjour, euh, oui, je vous écoute. bonjour Cécile. Merci pour vos partages. J'ai trouvé très authentique. On sent le vécu. Et déjà ça fait du bien. Donc moi je suis en Suisse, à Zurich, dans la partie alémanique, où la langue est l'allemand, le suisse allemand. Et je suis en pendant là, je suis en plein dedans, ça fait 1 an et demi. Tout le monde me dit t'as passé le cap de la des première année. Et donc ça va être plus simple, plus fluide. Et j'ai pas ce sentiment-là, là, par rapport au cycle. C'est toujours en dents de scie pour ma part. Donc je suis conjointe suiveuse.
Et nos enfants sont petits, 5 ans et 1 an, dont le dernier qui est né du coup à Zurich. Voilà. Donc moi, ce que je me demandais, c'est, je me sens pas expatriée parce que mon mari a un contrat local, donc on l'a choisi, on a pris ce pari de partir en contrat local. Donc l'entreprise n'a absolument pas soutenu, puisqu'ils ont considéré que c'était pas une expatriation. Et dans ce contexte, je me dis, je suis en Suisse, c'est quand même pas loin de la France, donc tu vas quand même pas chipoter, t'es pas expat. Et donc ma question, c'est quand on est un peu dans cette culpabilité de pas se sentir vraiment vulnérable parce que on considère qu'on ne mérite pas le statut, comment on fait comprendre à notre entourage que, bah, en fait, si, c'est comme une expat, avec ses difficultés. Ah, Je veux moi, bien je répondre. sais pas qui veut répondre, mais moi, je pensais quand même. Bon, ok, oui, Enfin, Pascal, comme, j'allais quand même dire que euh, quand on parle d'expatriés, on ne parle pas forcément que d'expatriés qui partent avec une entreprise avec un contrat d'expatriation. L'expatrié, c'est beaucoup plus global que ça. C'est Mhm. quelqu'un qui part vivre dans un autre pays Tout à fait. avec sa famille ou avec voilà et ça peut être professionnel ou pas, mais juste pour vous rassurer, Joy, il n'y a pas de question de statut dans l'expatriation. Nous on parle d'expatriation en général. On peut avoir un package expatrié et on peut aussi partir de son propre chef, aller s'installer en local, ça n'enlève rien de le fait que l'on soit expatrié. Maintenant, juste pour cette petite précision, mais je laisse Pascal vous répondre. moi, Merci. j'interviens volontiers puisque vous êtes conjointe suiveuse. Et comme disait Cécile, que ce soit la distance ou le contrat, vous êtes une expatriée. Vous pourriez habiter à la frontière, vous êtes dans une nouvelle culture, un nouveau pays, en plus une langue différente de la vôtre. L'école, ça va être différent, tout différent. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à minimiser. Moi, je travaille donc avec les conjointes et souvent, je sens qu'on minimise notre statut. On se dit, ben non, je vais quand même pas me plaindre, c'est quand même bien. Et souvent, nos proches aussi nous minimisent cela. Donc, pour vous, c'est important de euh, vous sentir là à votre place et que ce que vous ressentez, c'est absolument légitime. C'est déjà cette culpabilité, ça va pouvoir un peu l'amoindrir. C'est-à-dire que vous êtes, en plus, c'est un contrat local, donc vous allez peut-être rester plusieurs années. Vous n'avez pas de limite de Mm, temps, mm. a priori. Donc, l'adaptation va être très importante. Que ça prenne du temps, c'est normal, mais si en plus vous estimez que c'est pas normal que vous soyez comme vous êtes, ça risque d'être difficile. Donc, je pense que vraiment, vous êtes totalement dans le statut d'expatrié et que ce que vous ressentez, c'est également normal. Est-ce que j'ai répondu à la question? Peut-être que Thierry ou Oui, tu merci avais à beaucoup. rajouter quelque chose? Non, ben oui, juste compléter rapidement. Après la phase d'adaptation après la lune de miel, dont a parlé Philippe, elle est variable selon les situations dans lesquelles on se trouve, selon qui on est, etc. Et donc, effectivement, j'ai bien aimé les dents de scie, parce qu'effectivement, c'est pas forcément une courbe qui remonte de manière linéaire, hein. On remonte, et puis de temps en temps, on redescend, et puis de temps en temps, on remonte un peu plus haut, etc. Puis à la fin, on arrive à s'intégrer. Donc, ça, j'allais dire, c'est normal. Sentez-vous, comme dit Pascal, effectivement, à votre place. Et puis, pour revenir juste rapidement sur la notion de contrat, effectivement, votre mari est en contrat local, c'est un expatrié. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde de l'expatriation aussi, le package d'expatriation qui existait il y a 15 ou 20 ans, ça existe de moins en moins. Il y a de plus en plus d'expatriés qui partent, y compris avec leur entreprise, et qui se retrouvent dans des contrats locaux. Mm, mm. Donc aujourd'hui, le package d'expatriation, c'est plus la norme. Ça devient l'exception, j'allais dire, et il y a beaucoup de gens qui acceptent de partir à l'international, dans l'entreprise ou dans la filiale, et qui se retrouvent avec un contrat de la filiale. Local. Voilà, tout à fait. Oui, c'est de plus en plus fréquent et c'est pas, voilà, par rapport à il y a quelques années, ça a rapidement changé.
Mm. Et c'est difficile pour ceux qui le vivent pas de... Il y a toujours une idée reçue que l'expat, c'est un privilégié. Mm. Et qu'il a eu un gros package pour partir et que il va, voilà, il n'y a pas lieu de se plaindre. Et lui, il a la chance d'être parti. Donc c'est vrai que on peut partir avec ça dans ses valises et le porter malgré tout. Et donc comment on arrive à déconstruire ce statut-là qui est pas forcément le plus confortable en fait. Je rajouterais, si je peux faire un mini petit partage d'expérience, parce que je suis maman, et j'ai entendu que vous aviez des enfants de 5 ans et 1 an. Oui, Je pense aussi que le fait d'être jeune maman, entre guillemets, d'enfants petits, que ce soit à Zurich ou n'importe où dans le monde, bah, c'est fatigant, en fait. Et donc, non, mais union de pensée pour les mamans. Avoir des tout petits, c'est fatigant où qu'on soit dans le monde. Et je pense que, voilà, rejoindre des groupes de mamans, pouvoir échanger, faire des playdates, etc., et être dans le concret de la vie quotidienne, ça aide aussi à avoir, à pouvoir ventiler un petit peu ces difficultés. Et comme je l'écrivais dans le post, moi je suis orthophoniste, donc je dis toujours que tant qu'on communique, il n'y a pas de problème. Mais communiquer avec son conjoint, moi ça m'est arrivé cette situation de vie. J'avais mais ils sont grands maintenant mes enfants, mais quand ils étaient en bas âge, je me suis sentie très souvent seule en fait. Pas que mon mari ne m'accompagnait pas ou m'aimait pas, etc., etc., parce qu'on est dans une relation que j'estime chouette et stable. Mais je me sentais seule parce que vous parliez tout à l'heure des déplacements professionnels, etc., des décalages horaires, etc. Et la vie, quoi, la vie perso, la vie pro. Et quand on se sent seul avec des tout petits, on est vulnérable aussi. Et ça n'a rien à voir avec le pays où on vit, en fait. Donc voilà. de base. Je suis désolée, je vois Merci. m'éclipser parce qu'il est 15 heures et j'ai un prochain Zoom qui commence. Mais union de pensée, ça devrait bien se passer. Bon courage en tout cas. Et Oui, merci à merci. tous les intervenants. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je Est-ce voudrais qu'il y bien a... rebondir sur ce que disait Joy, si c'est possible. Euh, donc Joy, moi je m'appelle Angélique, donc moi je suis au Luxembourg, tu vois, donc c'est pas très loin de la France non plus. Ce que tu as vécu, le fait d'essayer d'exprimer ces challenges, l'entourage et tout, je l'ai eu aussi. Et pourtant, tu vois, le Luxembourg, c'est vraiment à côté de la France. Je sais pas si ça peut t'aider. Moi, ce qui m'a... En fait, j'avais... Mon mari comprenait pas ce que je vivais. Ma famille me disait tout le temps, mais t'es chanceuse. Donc, en fait, ce qui m'a aidé vraiment, c'était de me rapprocher d'autres mamans qui ont vécu un peu la même chose. Donc, et en fait, bon, je me suis fait accompagner aussi. Et la personne m'a dit vraiment un truc qui était très fort. Elle me dit, mais en fait, maintenant, faites-vous plaisir. Enfin, vraiment, vous allez faire quelque chose de cette expérience, ça va être génial. Mais voilà, donc reconnectez-vous à vous-même. Donc moi, par exemple, je suis allée rejoindre un groupe de marche, puis j'ai rencontré des gens, puis de fil en aiguille, les choses se sont un peu débloquées, si tu veux. Mais ne reste pas seul. Euh, on peut échanger ensemble si tu as besoin, mais il doit y avoir des groupes de mamans, ou alors fais-toi accompagner. Oui, oui, t'as raison, c'est revenir à quelque chose qui fait plaisir et pas se dire, bon, faut déjà que tout le monde se sente bien et on verra après pour moi, parce que je suis aussi la Oui, première non, c'est- exposée Mm. à tous ces défis. Ouais, si tu te mets en premier, après, tu vois, ça fera du bien Ouais. aussi à tes enfants, à ton couple, voilà. C'est ce que je C'est vrai. disais, l'équilibre personnel contribue à l'équilibre global de la famille, hein. Ben oui. Donc, ne pas s'oublier non plus, hein. Oui. Et Et se ne faire pas... Merci. accompagner, et se faire accompagner, ça permet aussi de voir plus clair. Parce qu'en fait, quand on est on est dans un tunnel quelque part et on écoute ce que tout le monde nous dit et avoir quelqu'un en face qui soit plus objectif, que vous ne connaissez pas forcément, Ouais. qui va vous aider justement à vous retrouver, à retrouver vos repères, etc. Donc ça peut être aussi une solution qui fonctionne hein, souvent. Et ne Oui. pas oublier non plus que finalement, le conjoint accompagnateur, c'est le pilier de la famille. Mm. Oui, Certes, celui qui va rapporter le salaire, c'est peut-être le collaborateur qui a été envoyé ou qui a choisi de partir en expatriation, mais le pilier de la réussite de exactement. l'expatriation, c'est le conjoint qui Oui. accompagne. Parce que lui, il a sur les épaules des choses qui ne se voient pas, c'est l'invisibilité, c'est l'incompréhension par l'entourage, etc. Mais c'est lui qui va faire réussir l'expatriation, qui va faire que à la fois le collaborateur se sente bien pour travailler, les enfants soient épanouis, etc. Donc ne Mm. minimisez jamais Mm. votre statut, même si au regard des autres, c'est pas toujours comme ça que c'est compris. En tout cas, la réussite de la famille passe par le conjoint suiveur. Oui. Tout à fait, Et je, Suiveur, tout à fait. accompagnateur, enfin, on appelle ça comme on veut. Donc, au contraire, vous avez un vrai rôle à jouer, Joy, et puis les autres femmes Les autres aussi. et hommes qui sont là ici, hein.
Je confirme ce que tu dis, Cécile. Je pense que le rôle de mon épouse a été absolument fondamental sur la réussite de toutes nos années d'expatriation. Ouais, ouais, Oui, ouais. et même pour le salarié qui travaille, si l'épouse n'est, c'est ce que je dis toujours aux entreprises, c'est que quand l'épouse n'est pas heureuse, enfin l'épouse ou l'époux ou le conjoint, eh ben ça implique des problèmes au sein de l'entreprise elle-même, au sein du travail du collaborateur, parce qu'il n'y a pas d'équilibre et ça nuit souvent à l'expatriation. Parce que combien il y a d'expatriés qui rentrent parce que le conjoint n'est pas heureux. Tout à fait. Donc c'est très important que votre rôle, Joy, est très important, comme celui de toutes les femmes ou hommes, parce que je dis toujours femmes parce que c'est une majorité, mais qui accompagnent le collaborateur. Mais ça nous met une grosse pression quand même. Oui, oui. C'est une pression, mais en même temps, comme on disait, il faut que vous preniez le temps pour vous, euh, pour travailler sur votre équilibre à vous. C'est une Oui, et pression, puis, mais c'est aussi une reconnaissance. Oui, ouais. Parce qu'une reconnaissance, parce on n'est pas reconnu forcément. Donc c'est pareil quand on écoutait Joy, le fait d'avoir des proches qui sont restés en France et qui vous disent, oh, ben, tu as de la chance, tu te rends pas compte, tu es expat. Non, la reconnaissance du conjoint est extrêmement importante dans la réussite de l'expatriation et pour la personne. Parce que comme j'entends Joy là, qui se sent un peu minimisée par rapport à qui elle est, voilà, c'est important que soi-même, on reconnaisse qu'on est qui on est. On est ce soutien et ce pilier. Hein, Marion? Moi, je pense. Et c'est une chose importante, mais je crois qu'on en a parlé avec Philippe aussi, et puis Pascal en a parlé, c'est cette discussion sur la répartition des rôles Ouais. à la maison. Je reviens toujours dessus. Effectivement, notre conjoint ou notre conjointe suiveur est le pilier, mais quelque part, vous n'avez pas à tout porter à la maison. C'est pas parce que votre conjoint a un boulot et que vous, éventuellement, vous avez fait le choix d'arrêter l'autre pour le suivre, qu'à la maison, il ne peut pas y avoir de l'entraide, qu'il ne peut pas y avoir des choses que vous ne faites pas et que lui ou elle fait. Enfin, c'est très, très important. Ouais. Quand je parle du pacte familial, pour moi, c'est un truc de base dans lequel on écrit, vous avez vu, des choses simples, mais voilà, le rôle de chacun, ça peut être un truc qu'on a écrit, puis à un moment donné, ça vaut le coup, tiens, moi je tourne en rond, je galère un peu, je ne me sens pas à ma juste place. Tu te souviens de ce qu'on a écrit il y a 6 mois ou il y a un an? Voilà, petit rappel. Et puis on en parle. Mais ça enlève de la pression, Marion. Faut pas vous mettre aussi de la pression. La pression, elle doit être partagée. Sinon, c'est comme la balance. Hein. Si la pression n'est pas partagée, il y a un moment donné où la balance se casse la figure. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être la météo de la famille, hein. Moi, j'ai 4 enfants et du coup, je sens bien que si moi, je suis pas hyper de bonne humeur de temps en temps, bah, ça se répercute sur eux aussi. Ils le Bien sentent. sûr. C'est Mais pas ça, faire c'est vrai semblant. même quand on n'est pas en expatriation. Oui, j'imagine. Ah, ouais. Ouais, mais quand on est à la maison, ça se voit encore plus que quand on travaille, j'ai Ouais. envie de dire. Je crois, Oui, non? oui, Il me c'est vrai. semble. C'est vrai que le fait d'être toujours à la maison, de toujours, les enfants s'habituent aussi et Ouais. tu es vraiment le centre sur lequel toutes les émotions vont aller se libérer. Oui, et Et d'ailleurs, ce qui puis, est injuste, c'est que le papa, quand il rentre, c'est le héros, là. Et après, nous, et puis moi, c'est moi qui j'ai l'impression d'essuyer tous les reproches. Et ils vont jamais les dire à leur papa, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, c'est pénible. Non, mais c'est vrai. Marion, vous êtes la zone de confort de vos enfants. Ouais. Ouais. Et oui, c'est de la pression, mais en fait, de la pression, on en a toujours, quelle que soit la position qu'on est dans la famille, on a de la pression. Le conjoint qui, lui, s'occupe plutôt des enfants a cette pression d'être un peu le pilier de la réussite de l'expatriation. Pour le collaborateur qui part travailler dans un environnement inconnu, avec également des défis à relever, il y a de la pression Bien aussi. sûr. En fait, le tout, c'est que la pression soit répartie à la maison, mais dans la vie, on a toujours un petit peu de pression si on veut faire les choses bien. Mais je pense qu'en expatriation, c'est peut-être un peu plus lourd parce que justement, il y a ce côté où le salarié, même il a beaucoup de pression, mais il rencontre des gens, quelque part, il est obligé de, voilà,
Et il Alors a que une la forme de personne, reconnaissance aussi. voilà, il y a une forme de redondance. La personne qui reste chez elle, moi je me souviens très bien, hein, même si j'ai beaucoup aimé cette expatriation, il y a des moments où on est chez nous, on dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Et les enfants sont à l'école. Ah bah il faut que j'aille les chercher à 13 heures parce qu'ils finissent à 13 heures. Il faut les emmener au sport, il faut ceci, il faut cela. Donc, c'est quand même tout ça. Et c'est vrai que le salarié ne peut pas prendre tout. Lui, il est au bureau, il faut bien qu'il travaille, il faut bien qu'il rapporte le salaire. Donc, c'est vraiment. Mais je pense qu'en étant à la conjointe, ne pouvant pas travailler, c'est une autre forme de pression. C'est pas la pression du travail, c'est une pression un peu interne, en fait, qu'on se crée nous-mêmes aussi. Et aussi, j'avoue que nous, là, on est dans le retour en France dans 6 mois. Et là aussi, c'est grosse pression quand même parce que le salaire de mon mari va baisser. Du coup, moi, il faut absolument que je retrouve du boulot parce qu'on rentre à Paris, donc avec 4 enfants. Après 8 ans d'absence, ouais, je sens qu'il va y avoir un choc. Là, je vois, on regarde les sections internationales britanniques. Là, hier, j'avais des collèges publics. J'avais une réunion hier, mais c'est quand même 7 heures de plus de cours que, que les collégiens classiques. Ils vont quand même avoir cours de 8 heures à 18 heures. Je me dis, c'est quand même fou. Là, ils sont vraiment pépères ici. On était aux États-Unis, là, on est en Pologne. À chaque fois, enfin, les cours s'arrêtent à 4 heures grand maximum. Je me dis, waouh, la France, ça va nous faire un sacré choc, même pour les enfants. Enfin, au Mhm. niveau Alors, du les enfants, rythme. ils ont une capacité d'adaptation qui est quand même meilleure que la nôtre. Et surtout s'ils sont jeunes, hein. Je pense que l'aîné n'est pas, ton aîné n'est pas ado Elle encore. rentre en quatrième, donc oui, Ah elle a oui, quand 12 ans. même, oui, quatrième, donc elle commence à avoir oui. Oui, donc quatrième, ça peut jouer. Oui, Moi j'ai l'exemple chez moi. Je suis rentré le dernier retour en France. Ma fille aînée rentrée de mémoire en quatrième et au bout de quelques, de quelques semaines à l'école ici, elle est venue me voir et elle m'a dit, bon papa, maintenant on est là, ok, mais ce serait bien qu'on se stabilise et que moi je puisse finir ma scolarité ici sans qu'on bouge. oui, bah oui, c'est ça, oui. Non, mais Donc c'est vrai elle que avait accepté difficilement le retour d'Afrique parce qu'elle était super bien au Congo. Mais quand elle est arrivée ici, à un moment donné, elle m'a dit, bon bah tu stops, bouger tous on les se, 4 ans, ça va. on se calme. Mais Donc les enfants, ils ont leur mot à dire et ça c'est bien super sûr. important. Ah ben oui, et au retour, c'est pareil. Mais oui. Quelquefois, c'est pas possible, hein, mais qu'ils puissent décider, mais au moins qu'ils s'expriment. Déjà, ça aide. Et puis encore une fois, Marion, c'est pas pour vendre mon accompagnement, mais je pense que je te connais un petit peu puisqu'on a été déjà en relation. Et c'est vrai que ça permettrait d'enlever ce flou et cette peur, en fait. Cette peur qui est tout à fait cohérente, mais qui en même temps, pour moi, est un peu surévaluée. Enfin, tu vois, où tu es un peu plus. Je pense on pourrait calmer les choses, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais d'avoir quelqu'un, une écoute différente de ton mari, voilà, tout ça. Et encore Mais une fois, ça peut être. je crois que c'est aussi important pour le conjoint qui va revenir travailler en France que pour le conjoint qui revient et qui ne travaille pas, de pouvoir être accompagné dans la préparation du retour Oui, bien sûr. Ouais. et, et à l'arrivée. Enfin, moi dans l'accompagnement que je propose, c'est au minimum 3 mois avant de rentrer et 3 mois après qu'on soit rentré. Ben oui. Oui. De manière à ce qu'on prépare en amont ensemble et qu'on ait la possibilité d'échanger quand on revient. Parce que quand on revient, il y a ce choc-là, c'est bien d'avoir toujours ce regard extérieur ou l'accompagnement. Donc, ne restez pas, voilà, si vous devez rentrer, Marion, ne restez pas tous les deux à tourner comme ça. Si votre mari il a la possibilité de se faire accompagner en demandant à son entreprise ou pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est important, Bah, sincèrement. nous, en fait, on n'a pas du tout, parce qu'en fait, nous, on est diplomate, donc du coup, pas du tout d'accompagnement, zéro, le ministère ne prévoit rien du tout. Donc du coup, c'est vrai qu'il y aura pas de subvention pour ça, en tout cas. Mhm. C'est sûr. Donc, du coup, ouais, il faudrait peut-être qu'on. Au début, je m'étais dit que ouais, on allait voir se débrouiller un peu tout seul pour voir comment on pourrait faire, mais bon. Parce que c'est un budget, mine de rien. Ouais. Ah oui, Mais en même c'est un temps, petit investissement, mais en voilà, même temps, ça peut donner comment dire, des solutions rapides. oui. Plutôt que de rester 2 mois, 3 mois, 4 mois,
là, le fait d'avoir quelqu'un en face qui vous guide, en fait, l'un ou l'autre, et moi, Là, je j'ai trouve que le conjoint, ouais. des copines qui me disent que c'est utopique de vouloir retravailler en même temps en arrivant là, en septembre. Euh, Elle dit que oui, quand même, ce serait mieux que tu rebosses à partir de janvier parce que le temps d'installer tout le monde et tout Ben ça. non, Donc, mais il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas de règle, Ma- ça Ma- Ah oui, dépend. Marion, voilà. Je crois que c'est Marion, ça c'est chacun. c'est la vision de vos amis. Oui, voilà. Bon, l'important, c'est de travailler sur la vision de Marion. Oui. Oui, oui. Et Et moi, si vous vous sentez de reprendre en septembre, de reprendre en octobre, ou de vous dire, bah ouais, j'ai besoin de 3 mois, ça c'est vous. Et justement, c'est ce travail de réflexion, éventuellement d'accompagnement, qui va vous permettre de faire le clair là-dessus, de vous mettre au clair. C'est quoi que je veux, moi? On a parlé tout à l'heure de se mettre d'abord à un moment donné. Mais oui, bah, à un moment donné, il faut que vous mettiez d'abord en disant, bon, ok, moi je rentre en France, c'est sûr, j'ai pas le choix. Bon, je veux quoi? Et je voudrais Voilà. rajouter quelque chose par rapport à l'accompagnement. En fait, quand moi j'étais expatrié, je ne pensais pas du tout à l'accompagnement, à être coaché. Et ça m'est d'ailleurs jamais été proposé, sauf lors d'une formation à un moment donné. Mais de retour en France, je suis devenu coach professionnel. Et là, je me rends compte qu'en fait, ayant été formé en tant que coach, eh bien, si j'avais été accompagné à certains moments de ma carrière, j'aurais pu peut-être le vivre différemment, tout en sachant que mon expatriation, c'est une expérience que je referai immédiatement demain. Ça, c'est pas un problème. Mais ça m'aurait permis peut-être de passer certains caps ou peut-être je sais pas, de le vivre différemment, peut-être mieux. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas négliger cet accompagnement qui peut être pas forcément de longue durée, mais voilà. Oui, voilà, exactement. Je pense qu'il faut qu'on fasse la clôture. Oui. Donc, je suis désolée parce qu'on pourrait passer des heures ensemble, hein, ça, moi. Je sens on aurait encore beaucoup Mhm. de choses à échanger et beaucoup de conseils à écouter de votre part. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Pascal, Philippe et Thierry. C'était passionnant, très complet. Et puis, je remercie également tous les participants. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver lors d'autres tables rondes d'Expat Pro. On essaie de choisir des thèmes assez variés et souvent qui touchent de près, de très près les expats. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, journée, soirée, tout dépend du fuseau Mhm. horaire. Merci à Et, tous. et je vous Et, dis à bientôt. et puis, il y a un replay qui est fait. Donc, si vous voulez avoir un replay, vous pouvez nous demander. Mm. Voilà. De toute façon, oui, de toute Merci façon, le Cécile et replay sera Catherine, hein. aussi sur la page Mm. Facebook d'Expat Pro. Voilà. Merci Cécile de nous avoir permis Merci. Merci à vous. de nous Merci. Au exprimer. revoir. Bonne À journée. bientôt. À bientôt.